Depuis toujours, l'homme a fait appel aux plantes pour se soigner. En ce début de XXIe siècle, 80% de la population mondiale utilise principalement une médication traditionnelle, par choix ou par nécessité. Dans les pays riches, les traitements naturels issus des plantes médicinales concurrencent sérieusement les médicaments conventionnels. Sur toute la planète, le monde de la santé est à la veille de profondes mutations. En mal d'imagination et pourtant contrainte d'innover dans un marché très concurrentiel, l'industrie pharmaceutique participe à ce retour à la nature en s'inspirant du monde végétal pour fabriquer de nouvelles entités chimiques, toujours plus sophistiquées, toujours plus chères, mais uniquement destinées aux pays du Nord, industrialisés et solvables. Les pays du Sud sont exclus, malgré eux, du marché mondial de la santé, bien que possédant 90% de la biodiversité. Ils utilisent toujours des pharmacopées traditionnelles pour soigner leurs patients. Ces pharmacopées restent marginales et n'entrent pas dans la logique du profit, n'entrent pas dans la logique du marché de la santé. Est-il aujourd'hui raisonnable de penser que la nature puisse fournir tout ce dont l'homme a besoin pour se soigner ? Dans le petit royaume du Bhoutan, au pied de l'Himalaya, plus de la moitié de ses 800 000 habitants se soignent exclusivement grâce à la médecine traditionnelle. Une médecine très proche, dans son essence bouddhiste, de la médecine tibétaine. Cet art de soigner fut introduit au Bhoutan en même temps que le bouddhisme au 8e siècle de notre ère. Tout l'enseignement est conservé et se transmet à travers des livres sacrés. Jusqu'en 1967, la médecine traditionnelle était pratiquée sans encadrement organisé. À partir de cette date, elle a été reconnue officiellement par le gouvernement, qui l'a intégrée dans le système national de santé. Depuis lors, elle est enseignée à des groupes restreints d'étudiants qui, au terme d'un cycle de 5 ans, deviennent Dungsho ou médecins traditionnels et trouvent automatiquement un travail dans le pays. Suivant les principes tibétains, l'être humain est composé de 3 éléments, l'air, la bile et les mucosités. Chacun de ces éléments est la combinaison des 5 constituants de l'univers, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. La bonne santé étant une question d'équilibre entre ces éléments. Le système de santé du Bhoutan est entièrement gratuit. Comment ce pays a-t-il réussi ce tour de force ? Il y a peu d'habitants dans le pays et toutes les ressources naturelles de sa médecine traditionnelle se trouvent sur son territoire. Le Bhoutan bénéficie de surcroît d'un savoir médical très ancien. Ce sont là certainement les fondements de sa réussite. Mais surtout, il ne fait appel au système occidental de soins et aux médicaments chimiques que dans les domaines de la chirurgie et de la médecine d'urgence. De ce fait, la médecine occidentale ne représente pas un poids insoutenable pour les finances du pays. Le Bhoutan était anciennement dénommé les vallées des plantes médicinales. Plus de 2000 espèces y sont à ce jour recensées. Elles poussent dans les vallées fertiles de basse altitude et sur les hauts plateaux à plus de 4500 mètres. Environ 300 d'entre elles sont régulièrement utilisées dans la pharmacopée locale. Difficile d'accès, le Bhoutan est resté replié sur lui-même pendant des siècles. C'est sans doute ce qui a poussé les Bhoutanais à protéger une nature dont ils dépendent pour se soigner, une nature garante de l'harmonie conférée par leur philosophie bouddhiste.
Depuis quelques années, les Bhoutanais s'ouvrent prudemment à l'Occident, indiquant en cela leur volonté d'entrer de plein pied dans le 3e millénaire. Mais ils n'ont aucunement l'intention de se soumettre inconditionnellement à la modernité et au progrès. Aujourd'hui, les chercheurs bhoutanais connaissent les propriétés phytochimiques des plantes qu'ils utilisent. Ils peuvent également évaluer la teneur de leurs principes actifs grâce à un appareillage performant et à des techniques éprouvées comme la chromatographie et la spectrométrie. Cette unité de production répond aux normes d'hygiène internationales et produit actuellement assez de médicaments traditionnels pour couvrir tous les besoins des 20 districts que compte le pays. Cette modernisation de l'infrastructure est soutenue par l'Union européenne qui voit dans cette entreprise un facteur efficace de lutte contre la pauvreté et un moyen de maintenir l'autonomie en matière de santé en exploitant de manière optimale les ressources et savoirs traditionnels du pays. Nous n'employons jamais une plante toute seule. Nous les utilisons toujours mélangées parce qu'il y a un effet de synergie. Un de nos produits, appelé Yunashitang, est utilisé pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Il contient 4 ingrédients. Nous avons analysé ces 4 ingrédients séparément et aucun n'a montré d'activité. Par contre, leur mélange démontre une très grande activité. Le centre produit actuellement une centaine de remèdes sous forme de pilules, de comprimés, de sirops, d'huile médicinale et de gélules. Ce que nous faisons dans ce programme de recherche sur les plantes aromatiques médicinales, c'est d'essayer de domestiquer les plantes médicinales trouvées dans la nature. Nous avons dans le pays un très bon système de médecine traditionnelle et nous utilisons beaucoup de plantes. Nos tradis praticiens consomment ces plantes médicinales depuis très longtemps et ils ont constaté que celles-ci se raréfiaient. Ainsi, ils ont demandé au ministère de l'Agriculture si nous pouvions faire quelque chose pour remédier au problème. Suite à cette demande, un programme de culture sur plusieurs plantes a été lancé. Le but poursuivi étant de maîtriser leur reproduction et de les rendre cultivables à grande échelle. Les résultats sont à la hauteur des attentes et introduisent de nouvelles perspectives de revenus réguliers pour les paysans associés au programme, tout en garantissant un développement harmonieux des ressources. Ceci devrait permettre au Bhoutan d'exporter ses produits dans un avenir proche. Le Vietnam est très attentif au développement des ressources de son biotope pour la mise en valeur de son patrimoine biologique et de ses savoirs traditionnels. Ceci a permis à la médecine du Vietnam de rester largement gratuite. Depuis le début, nous avons compté sur nos propres forces en ce qui concerne les produits pharmaceutiques. Dès l'ouverture de notre marché intérieur, les firmes étrangères ont exporté vers le Vietnam beaucoup de médicaments. La plupart de ces médicaments coûtent cher et ne correspondent pas aux habitudes des consommateurs locaux. Le Vietnamien ne peut vraiment pas supporter des frais de médicaments si élevés. C'est pourquoi notre stratégie dans ce domaine, stratégie approuvée par le gouvernement par ailleurs, est de nous efforcer d'ici l'an 2010 de produire entre 60 et 70% des médicaments nous-mêmes, en utilisant bien entendu les matières premières du pays. L'État a créé sur son territoire 8 stations de recherche pour étudier les quelques 3800 plantes médicinales que recèle la biodiversité du pays. Et ces laboratoires réussissent à mettre au point chaque année plusieurs nouveaux médicaments à base de plantes. Parallèlement à ces activités organisées par l'État,
le pays s'ouvre prudemment et favorise la création de liens économiques privilégiés et le développement de collaborations originales entre de petites entreprises agricoles et des sociétés étrangères intéressées par des produits de qualité comme les huiles essentielles. Donc là, ce sont des champs qu'a planté M. Sin, donc les champs de canneliers, des arbres de canneliers. Ce sont des plantations qui ont été plantées il y a environ 5-6 ans et qui rapportent à la famille de M. Sin qu'au bout de 6 à 7 années, minimum. Bên kia tôi cũng đã trồng quế như rồi, tôi cũng trồng nấp cái xả này. Tức là cái xả này đưa sang hết này. Bên kia nữa. À l'intérieur de la plantation de canneliers, nous allons planter la citronnelle qui va assurer un revenu rapide. C'est intéressant puisque nous allons regrouper ces plantes dans un système d'agroforesterie aromatique, parce qu'on ne peut pas développer des projets de plantation aromatique sans penser aux bénéfices moyen terme et court terme des agriculteurs. Cette activité, qui repose principalement sur des plantes de culture, tend à se développer considérablement au Vietnam grâce à la qualité de son biotope et à son climat exceptionnel. Les huiles essentielles sont produites sur place et génèrent donc une valeur ajoutée qui reste dans le pays. Les accords reposent sur un véritable partenariat. L'investissement matériel est assuré par le partenaire étranger, l'agriculteur reçoit une avance au moment des semailles et le solde lui est payé après la récolte. Ainsi, les risques liés à la production sont partagés. On va la faire sécher une semaine, parce que là elle est fraîche. On la réduit en poudre et on la distille durant 5-6 heures dans l'alambic à basse pression. Et on obtiendra une huile essentielle plus lourde que l'eau que nous récupérerons au bas de l'essentiel. Il y a un goût de pomme, hein, ceci? Tinh dầu nhiều á. Tinh dầu nhiều. Tinh dầu nhiều. Bonne qualité. Với dân dã ở chúng tôi, thứ nhất là chữa. Les gens du peuple comme nous, lorsqu'ils ont mal au ventre, ont recours à la cannelle. Si l'on fait cuire à petit feu jusqu'à la concentration de l'huile essentielle des feuilles et des rameaux du cannelier, on obtient une onction qui, à la friction, soulage des maux musculaires et peut faire disparaître boutons et acné. On utilise aussi la cannelle dans plusieurs formes de traitement, et notamment contre les coliques. La cannelle, une fois distillée, fournit une huile essentielle dont le pouvoir antibactérien avéré va permettre de produire un antibiotique naturel puissant, aussi efficace que les antibiotiques chimiques, sans en avoir les inconvénients. En effet, une huile essentielle est composée d'une multitude de molécules et face à cette complexité, les virus et les bactéries ne parviennent pas à développer de résistance. À l'heure actuelle, nous vivons une période de sous-emploi. Il nous manque du travail, et pourtant nous disposons du terrain. Laurent nous propose de planter des arbres à huile essentielle, et il faut le faire de façon organisée, suivant un système de production cohérent. C'est une manière de créer de l'emploi à l'intérieur du pays et d'assurer un niveau de vie normal à la population vietnamienne qui, dans sa majorité, reste pauvre. La Chine, dont l'économie s'ouvre et se libéralise progressivement, est le pays émergent le plus convoité par les grandes compagnies internationales. Son marché potentiel de 1,5 milliard de consommateurs suscite les convoitises et ses coûts salariaux très bas attirent les délocalisations. L'industrie pharmaceutique est largement présente sur le terrain. Mais son implantation sera difficile, car les pratiques chinoises en matière de santé sont spécifiques aux habitudes de la population. Par exemple, les remèdes traditionnels sont à base de plantes souvent mélangées à des produits alimentaires et à des épices. Leur usage est généralisé dans tout le pays, une tradition vieille de 4000 ans.
C'est contre le cancer, pour mon vieux mari. Les médicaments chinois servent à neutraliser les toxines et à régulariser le corps. Mon vieux mari a reçu des médicaments chimiques, mais cela ne le guérit pas. Il prend ces médicaments chinois en même temps que les aliments chinois, et tout cela lui régularise son énergie. Il va tout doucement remonter la pente. Mais la Chine entend faire évoluer sa médecine sans succomber aux attraits du médicament chimique. Elle adapte ses préparations traditionnelles au goût du jour pour faciliter leur usage. Nous fournissons 3 sortes de médicaments chinois. Celle-ci est la forme la plus traditionnelle, en vrac, comme dans ce tiroir. Elle sera emportée par le patient qui la préparera par décoction. La plupart des personnes âgées préfèrent faire elles-mêmes leur décoction à la maison. Une autre catégorie est préparée sous forme de petits sachets en plastique par notre hôpital. L'avantage, c'est qu'il peut durer plus longtemps, environ 2 semaines quand il est conservé au frigo. Il suffit de réchauffer le sachet au micro-ondes ou au bain-marie et il est prêt à l'emploi. C'est vraiment pratique. La 3e sorte que vous voyez ici s'appelle sans décoction. Elle ne nécessite pas de préparation. Il faut simplement, suivant l'ordonnance du médecin, diluer dans de l'eau tiède et la boire comme de la tisane. Cette catégorie devrait mieux convenir aux voyageurs, grâce à son usage facile et rapide. Quelle que soit la forme de conditionnement choisie, l'utilisation en vrac des différents ingrédients permet de composer des remèdes à la carte, prescrits spécifiquement par le médecin et adaptés au cas particulier de chacun. Cet usage personnalisé des remèdes est quotidiennement pratiqué dans le pays le plus peuplé de la planète. Devant la réussite de cette médecine à la carte, mais qui est avant tout une médecine de masse, on est en droit de se demander pourquoi la pharmacopée occidentale est exclusivement orientée vers le médicament chimique standardisé. Face à la modernisation accélérée du pays, quelle sera la place qu'occupera demain la pharmacopée traditionnelle? Comment la Chine résistera-t-elle aux pressions du marché mondial? Va-t-elle conserver ses produits naturels ou va-t-elle se positionner sur le marché des médicaments chimiques? Va-t-elle entrer dans la logique du brevet avec ses perspectives de plantureux profits? Les Chinois mènent en effet des recherches très avancées sur les principes actifs de leurs plantes médicinales et ils déposent de plus en plus de brevets internationaux. Actuellement, la Chine dénombre plus de 10 000 plantes médicinales commercialisées à l'état naturel, à partir desquelles nous tirons nos extraits. Nos procédés de fabrication reposent sur l'application des méthodes modernes de pointe, comme celles utilisées dans les recherches pharmaceutiques occidentales. Toutefois, l'isolation et l'extraction restent nos spécialités. Les médicaments chimiques sont nés de synthèse. Les nôtres proviennent des plantes, contrairement à la synthèse chimique. Le médicament le plus célèbre que nous avons inventé, avec le concours des forces réunies de tout le pays bien sûr, est la fameuse artémésinine. Ce médicament tiré d'une plante traditionnelle est extrêmement efficace contre la malaria sans induire d'effets secondaires. L'Organisation mondiale de la santé, après 10 ans d'expectative, vient de le recommander dans tous les pays où sévit cette maladie, qui fait 3 millions de morts chaque année.
les usines chinoises font actuellement des efforts considérables en matière de fabrication de leurs médicaments traditionnels. Ces efforts sont couronnés de succès car ils ont permis aux usines appliquant les normes d'hygiène internationales d'exporter une partie de leur production. Ainsi, cette usine installée depuis 1999 dans la banlieue de Pékin connaît une croissance annuelle de 20%. La Chine est pour l'Occident un marché à conquérir. Mais du point de vue chinois, c'est le marché occidental qui est à conquérir. Dans ce contexte, la Chine va-t-elle s'aligner et même adopter les concepts occidentaux, ou bien réussira-t-elle à exporter vers l'Occident l'esprit créatif qui lui est propre dans l'usage de ces plantes? L'Occident se tourne de plus en plus vers les savoirs de la médecine traditionnelle de l'Asie. La diversité de ces plantes médicinales, sa maîtrise de leur production font de l'Asie un partenaire incontournable dans un marché de la santé en pleine mutation. L'Occident et l'Asie, ces deux grands pôles indépendants, vont devoir coopérer, même s'ils diffèrent sur la conception qu'ils ont de la santé et du corps. L'Afrique, elle, semble être la grande absente de cette évolution. Et pourtant, en termes de savoir et de pratique médicale, elle est sans doute à la veille de nous surprendre. Pendant la période coloniale, la nécessité de conquérir de nouveaux marchés incita l'industrie pharmaceutique à promouvoir les médicaments chimiques dans ces régions, au détriment de pratiques traditionnelles basées sur l'usage des plantes. Dans les années 60, la politique de l'Organisation mondiale de la santé ne différait pas de la pensée dominante. Elle aussi prônait l'éradication des médecines traditionnelles au profit des médications modernes. 20 ans plus tard, constatant l'échec de sa politique de santé dans le tiers-monde, là où les médicaments restaient trop chers et donc inaccessibles aux populations, l'OMS opérait un revirement radical. Si vous parcourez l'histoire de l'humanité, les plantes médicinales en font partie depuis 5000 ans. La médecine moderne est avec nous seulement depuis un siècle. Les plantes médicinales ont donc clairement eu un rôle important dans l'histoire. Même aujourd'hui, si nous considérons les problèmes de santé qui affectent les populations, par exemple d'Afrique, comme la diarrhée, la malaria, nous constatons que ce sont des plantes médicinales qu'on utilise. Depuis lors, l'OMS recommande à tous les pays adhérents de recenser les tradipraticiens, de répertorier les plantes qu'ils utilisent, de les étudier et de les intégrer à leur système de santé. Cette stratégie vise à donner un statut officiel aux tradipraticiens et aux plantes médicinales qu'ils utilisent. Il y a plus de 10 façons de soigner l'être humain et on le fait bel et bien en Afrique. Et jusqu'à présent, c'était plutôt une situation de non-compréhension, une situation d'ignorance, une situation, n'est-ce pas, de domination d'un mode de connaissance par rapport à un autre mode de connaissance. Rien ne dit que c'est coûte que coûte du Nord que doit advenir
la possibilité de soigner. Se dire que c'est aux firmes pharmaceutiques exclusivement d'apporter la solution. C'est à la recherche de l'argent d'apporter la solution. Non. Dans ce que font ces personnes qui parviennent à des résultats, bon, il y a la saisie holistique. Il faut mettre le malade dans un cadre général et il y a des promesses. À Dakar, au Sénégal, le docteur Éric Bodossou, gynécologue et psychiatre, a engagé depuis plusieurs années un combat pour faire reconnaître les vertus des plantes médicinales africaines. Il a su s'entourer de nombreuses compétences pour réaliser un projet original et novateur. Nous avons construit un centre sous la supervision d'un hôpital dirigé par un médecin diplômé d'État et un laboratoire suffisamment équipé. Un malade quel qu'il soit, quand il vient dans ce centre, il passe d'abord dans la structure moderne où il y a le médecin. Et dans cette structure moderne, le médecin fait tout ce qu'on peut faire dans n'importe quel hôpital du monde, sauf le traitement. Il a son diagnostic précis, clinique et paraclinique j'entends, et ensuite le malade va chez le guérisseur. Le guérisseur ne veut pas savoir le diagnostic posé par le médecin, parce qu'il a lui aussi ses moyens de diagnostic propres. Le médecin peut trouver une pneumopathie alors que le guérisseur trouve un mauvais vent. Ce qui nous intéresse, ce mauvais vent, est-ce qu'il a la possibilité de le soigner? Si oui, dans quel délai? Le médicament avec lequel je l'ai soignée, c'est un médicament de noir, pas de blanc. Elle souffrait de maux de ventre, elle avait le vertige et elle vomissait. Mais si elle continue à boire ce médicament et s'il plaît à Dieu, elle guérira. Et pendant que le guérisseur donne son traitement, le malade vient périodiquement dans la structure moderne pour un contrôle. Au bout du délai, on évalue s'il y a aggravation, stagnation, amélioration ou guérison. Et après 10 années de fonctionnement de ce centre, qui a reçu 30 000 malades, eh bien, nous avons fait appel à 2 universités américaines, Morehouse School of Medicine à Atlanta, Georgia, et Tulane University. Et les résultats sont extraordinaires. Les guérisseurs ont 65%, ont donné 65% de guérison, toutes maladies confondues, 25% d'amélioration quantifiable. Ça veut dire quoi? Eh bien, ce centre, toutes maladies confondues, donne 90% de bons résultats. C'est très, très, très important. Au Kenya, depuis qu'il pratique l'art de guérir, le docteur Jack Gitaï n'a cessé de recueillir les connaissances des diverses communautés du pays, comme les Maasai, les Samburu ou encore les Turkana, pour éviter qu'elles ne se perdent et pour enrichir ses propres compétences. Il appliquait ainsi avant la lettre les recommandations de l'OMS. Tradit praticien depuis plus de 30 ans, ce médecin de formation perpétue un savoir que lui a transmis sa grand-mère. Il est peut-être plus simple de demander lesquelles de ces plantes ne sont pas médicinales, parce que 99% des plantes ici devant nous sont médicinales. Des plantes médicinales que d'aucuns cherchent contre le cancer, le sida, les maux d'estomac, l'hypertension ou le diabète sont ici même. Tout ce dont nous avons besoin, c'est une machette, une houe pour déterrer les racines, cueillir les feuilles, récolter les baies, faire des extractions, avaler ou prendre sous d'autres formes. Le drame, c'est que nous avons oublié de coexister avec la nature. Nous avons oublié ce qu'était bien manger. Nous avons oublié les bonnes plantes quand nous nous sentons faibles. Nous avons oublié comment nous soigner préventivement
et d'utiliser les remèdes qui nous font résister face à la maladie. Nous nous focalisons trop sur des maladies et leurs symptômes, au lieu de traiter l'organisme tout entier. La médecine par les plantes est une approche holistique. Le docteur Gitaï utilise des feuilles, des racines, des écorces. Ce sont exclusivement des produits naturels issus de la biodiversité du Kenya. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres phytothérapeutes du monde entier, la grande majorité des plantes du monde végétal renferment d'immenses vertus curatives qui sont des réponses concrètes aux maladies des hommes. À ces plantes, aux effets thérapeutiques, le docteur Gitaï ajoute toujours des plantes nutritionnelles et vitaminées. Le 0112-TIF, c'est notre remède contre l'asthme. C'est un mélange de 12 plantes et ça fonctionne en désensibilisant les personnes asthmatiques contre les allergies de l'air ou de la nourriture. Cela favorise aussi l'élimination des mucosités des poumons. Nous les conditionnons très simplement, parce que c'est destiné à un usage local pour des gens très pauvres, et nous devons le rendre le moins cher possible. Sinon, c'est inutile pour ces gens qui ne peuvent pas se les payer. Jack Gitaï traite couramment des maladies comme l'asthme, les parasitoses, le diabète et les hépatites. Depuis plus d'une décennie, il est amené de plus en plus régulièrement à soigner les maladies opportunistes liées au sida, comme la tuberculose et la typhoïde. Il n'est pas rare qu'il reçoive dans son cabinet des familles entières affligées de ces maladies. Le défi, c'est de reconstruire leur système immunitaire. Mais suivant ma propre expérience, s'ils peuvent encore se procurer les remèdes 3 mois de plus, ils seront hors de danger, ils survivront tous. Les enfants survivront, la mère survivra. Bien sûr, ce n'est pas fini, ils ont besoin de remèdes encore pendant quelques mois. 3 €, c'est le prix de la consultation et des remèdes pour une semaine. Au Kenya, comme dans la plupart des pays africains, la sécurité sociale ne prend pas en charge les médicaments des patients. Dans ce contexte, les médicaments du Dr Gitaï sont tous au même prix, quelle que soit la maladie à traiter. Il part du principe qu'il ne faut pas tirer profit de la mauvaise fortune que représente la maladie. Les poudres sont difficiles à bouillir quand vous êtes en avion ou si vous voyagez à travers le pays. Les comprimés, c'est plus pratique. Vous pouvez les emmener partout, dans la salle de bain, les toilettes. Vous pouvez les prendre en avion. On se met donc aux comprimés pour rendre les choses plus pratiques pour nos gens et pour nos concitoyens des villes. En effet, pour beaucoup de patients, une gélule ou un comprimé symbolise la modernité, le progrès et donc l'efficacité. Cette remorque, équipée du matériel de base pour produire des pilules ou des gélules, est une véritable petite unité mobile de production. Offerte au Dr Gitaï par le Commonwealth, elle souligne l'intérêt que suscitent les résultats de son travail. L'expérience du Dr Gitaï est encore isolée, mais elle démontre qu'il est tout à fait possible en Afrique de développer de petites industries locales capables de produire des médicaments naturels, efficaces et bon marché, adaptés aux possibilités de la population. Convaincu que la transmission orale des traditions en Afrique est aujourd'hui menacée, il a créé une école reconnue par l'État kényan, où le savoir des guérisseurs, longtemps marqué par le sceau du secret, est enseigné en pleine lumière.
Les secrets d'hier circulent aujourd'hui plus aisément entre les régions et les pays. Les savoirs et les pratiques s'échangent plus librement. L'école a été ouverte en 1993. C'est la seule de ce type en Afrique et le gouvernement nous facilite les démarches pour en faire une université. L'idée d'en faire une université, c'est dans le but de générer du savoir et de former des professionnels qui seraient en mesure d'attirer des médecins étrangers vers une nouvelle approche de la médecine, une approche holistique. La démarche originale du Dr Gitaï est unique dans son genre au Kenya. Cette expérience ne mériterait-elle pas d'être développée en système de santé? Dans d'autres pays africains, des manifestations tout aussi pragmatiques ont vu le jour. En Tanzanie, l'hôpital Bombo de Tanga héberge officiellement une équipe qui prodigue des soins alternatifs aux patients atteints du sida. L'originalité de l'équipe réside dans le fait de s'être associée avec des guérisseurs. Ceux-ci utilisent des remèdes à base de plantes qui donnent des résultats spectaculaires dans le traitement des maladies opportunistes liées au sida. La spécialité du centre, c'est l'aide et l'encadrement de personnes qui vivent avec le sida, principalement grâce à des remèdes traditionnels. Nous les traitons avec des herbes médicinales parce qu'il y avait un tradipraticien qui traitait ce type de patients avec succès. Nous avons acheté ces herbes que nous avons fait analyser pour vérifier si elles étaient toxiques. Elles ne l'étaient pas et nous les utilisons maintenant avec nos patients. Ces remèdes améliorent l'état de nos patients qui survivent pendant des mois, des années, même jusqu'à plus de 10 ans. Ceux qui viennent trop tard n'améliorent pas leur état de santé, mais ceux qui viennent à temps s'améliorent sérieusement. Bango est tradipraticien. Il fournit au centre les 4 ingrédients qui composent le cocktail de la cure. Tous les mois, il prépare la quantité de remèdes pour soigner les 300 patients qui sont actuellement pris en charge par l'équipe. Parmi les remèdes contre la douleur, dans le cocktail, ce remède est le numéro 4. C'est un remède qui soigne les affections de la poitrine, les plaies de la gorge et les infections de la peau. Il peut soulager une personne de la douleur, de la fatigue et de bien d'autres maladies. Après les analyses et les soins initiaux lors de la prise en charge d'un patient, ceux-ci sont régulièrement suivis par des infirmières itinérantes. Voici tes médicaments à faire bouillir. Voici le numéro 1, le numéro 2, le 3, le 4. Cela fait 15 ans qu'Agathe a contracté le virus du sida. Après le décès de son mari, elle est venue à Tanga pour se faire soigner. Depuis 10 ans, elle suit la cure préconisée et a repris une vie normale. J'ai été très malade de la poitrine. Après examen, on a constaté que j'avais la tuberculose. J'ai donc commencé à prendre les remèdes contre la tuberculose que j'ai utilisés pendant 8 mois. Au bout de 8 mois, j'étais guérie. Ensuite, j'ai repris ces remèdes jusqu'à ce jour et j'ai très bien évolué. Aujourd'hui, je suis devenue conseillère. J'essaie d'apporter mes conseils au village et en ville, dans les écoles. Je participe à des rencontres. Partout où je vais, j'essaie de mettre les gens en garde contre le sida. Les médicaments traditionnels sont bons, je le crois, parce qu'ils me soignent. Les antirétroviraux provoquent des effets secondaires. Avec les médicaments traditionnels, il n'y a pas d'effets secondaires. Ils n'exigent pas de grandes dépenses. Et parfois, si nous cherchons bien, nous pouvons les avoir pour rien. Pour tout cela, je pense qu'ils ne posent aucun problème. C'est mieux d'utiliser la médecine traditionnelle. Dans le cadre du projet, le traitement a un coût de revient de moins de 10 € par personne et par an, à comparer aux 10 000 € en Europe pour une cure d'antirétroviraux. Nous n'avons pas prouvé l'efficacité de ces plantes en termes médicaux, suivant les concepts d'analyse occidentaux, parce que nous n'avons pas les moyens pour cela. C'est très cher en équipements scientifiques et en produits chimiques qu'il faut employer pour les analyses de sang.
Tout ça est très cher et nous ne pouvons pas en assumer les coûts. Le centre Prometra à Dakar, en collaboration avec des guérisseurs, a mis au point toute une panoplie de remèdes sous le label METRAF, qui veut dire médecine et tradition africaine. Tous ces produits ont démontré efficacité et innocuité. Parmi ceux-ci, le METRAF AIDS. Ce remède contre le sida est à base de plantes. Il est le fruit de la collaboration de 5 tradipraticiens issus de divers pays africains qui ont uni leur savoir pour mettre au point une réponse au fléau que représente cette maladie. La trouvaille du METRAF AIDS est remarquable et le docteur Bodossou a consacré beaucoup d'énergie à la validation scientifique de ses effets thérapeutiques. Dans ce monde où on doute de tout, eh bien nous avons pris sur nous de mettre sur pied un comité scientifique et juridique international, formé de chercheurs de renommée, africains, européens et américains, et qui ont en charge d'abord d'élaborer des fiches de suivi clinique et paraclinique conformes à l'éthique internationale. Et ces fiches ont été homologuées par le NIH, National Institute of Health, et par l'Université de Bastille, aux États-Unis. Et ensuite, nous avons tissé ce que nous appelons un partenariat avec un grand laboratoire de référence que nous appelons LabCorp. Chaque mois, LabCorp envoie cet technicien pour prélever les sangs. Ceci, nous l'avons fait pendant 3 ans successifs. Eh bien, après 6 mois, nous avons remarqué que plus de la moitié de nos patients ont leur charge virale chuté de plus de 66%. 66%, eh bien, c'est le critère reconnu au niveau international comme bon. Ce qui est extraordinaire, au même moment où la charge virale diminue, eh bien, le taux de CD4, c'est-à-dire le système immunitaire, augmente. La force de défense de l'organisme augmente, ce qu'on appelle le CD4. Eh bien, où le patient est venu avec presque 400 000 unités à l'arrivée, et déjà, un mois après, ça tombe à 250 et quelques mille. Parallèlement à tous ces éléments qui sont très encourageants, eh bien, les maladies opportunistes chutent. Tout ce qui est dermatose, tout ce qui est zona, tout ce qui est diarrhée, vomissement, amaigrissement, ça chute. Et vous verrez certains de nos malades qui ont été condamnés à vivre 6 mois par l'hôpital principal de Dakar, eh bien, certains de nos malades, après 6 mois de traitement, ont été sevrés de tout médicament. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons noté, 3 ans après, aucun rebond et aucune maladie opportuniste. Je suis allée à l'hôpital et le médicament qu'on y donne pour soigner, c'est de l'eau. De l'eau comme contenant du savon. Tous ceux auxquels on l'a administré en sont morts. Alors moi, quand on me l'a donné, je me suis enfuie, je suis rentrée à la maison. C'est de l'eau dont je ne connais pas le contenu parce que je n'ai pas appris le français. Je ne pouvais pas savoir ce que c'était. Tous ceux auxquels on l'a donné sont morts sous mes yeux. Cette partie-là, je n'avais plus le moindre bout de chair, rien pour pincer. Mais maintenant, je mange très bien, je dors très bien. Je remercie Dieu ainsi que les gens du centre, parce que c'est ici que j'ai retrouvé la santé. Et depuis lors, je ne bois plus aucun médicament de blanc, que les médicaments Wolof, des racines et des poudres, c'est tout. Si beaucoup d'Africains restent réticents à la médecine occidentale, celle-ci a bien du mal à reconnaître l'efficacité, pourtant de plus en plus prouvée, de la pharmacopée africaine. Maintenant qu'ils ont arraché à l'industrie pharmaceutique le droit de produire ou de se fournir en médicaments génériques, ils ont acquis la liberté de choix pour se soigner. Mais n'est-ce pas là un choix de dupe? L'Afrique, avec ses immenses potentialités, ne devrait-elle pas chercher à éviter la dépendance que créent les médicaments chimiques et génériques? C'est bien de nous donner des médicaments antirétroviraux. Ils vont baisser le prix, mais quelle que soit la baisse de ce prix, il sera toujours hors de portée de nos populations qui, pour la plupart, vivent avec moins d'$1 par jour. Je pense qu'il faut aider
l'Afrique et ses chercheurs à trouver des solutions locales, des solutions accessibles, peu toxiques, pour répondre, n'est-ce pas, aux problèmes locaux. Alors, il y a pour l'asthénie sexuelle, nous avons pour les maux de rein, nous avons pour l'hépatite, pour toutes les formes d'hépatite, nous avons pour les rhumatismes, nous avons le métrave diabète, qui couvre absolument toutes les formes de diabète que nous pouvons rencontrer, c'est-à-dire le diabète insulino-indépendant, le diabète gras, le diabète sec, le diabète type 1, enfin tous les types de diabète. Le diabète donc a fait l'objet de 5 brevets qui ont été donc patentés par l'OAPI, l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, et qui nous offre donc la possibilité demain de commercialiser ces résultats de recherche. Nous avons un brevet pour le diabète et un brevet pour le métrafex qui couvre donc le sida. Nous avons pensé que si nous brevetons, par exemple, le médicament contre le diabète, il y aurait une ruée. Et ceci va aider plus le Nord que l'Afrique. Parce que les diabétiques, vous savez, aujourd'hui aux États-Unis, un enfant qui naît sur 4 sera diabétique. C'est une catastrophe. Mais nous brevetons ces médicaments, il n'y a pas la ruée, mais nous continuons de payer des cotisations qui sont énormes. Supposez aujourd'hui qu'un président d'un pays africain, n'est-ce pas, dise « Métrafex c'est bon, moi je vais le produire ». Si le laboratoire voit qu'il y a une concurrence avec Métrafex, eh bien, ça va être très très mauvais pour cet homme qui a décidé ça. Parce que c'est une concurrence que le monde aujourd'hui n'est pas encore prêt à accepter. C'est dommage. C'est pourquoi je me pose beaucoup de questions. Est-ce que nous voulons réellement nous délivrer de cette pandémie qu'on appelle le sida? Des signaux répétitifs et insistants, mais encore isolés, proviennent des 4 coins de l'Afrique. Ils montrent que ce continent peut répondre avec efficacité aux énormes problèmes de santé qu'il doit affronter. Mais au-delà des réponses qu'elle apporte localement, l'Afrique pourrait, elle aussi, à l'évidence, jouer un rôle au niveau mondial dans la résolution de certaines pandémies, telles le sida, les hépatites, le diabète. Le monde est-il prêt à accepter cet apport africain et à entrer dans la logique d'un véritable partenariat? Est-il prêt à accepter un 3e pôle après celui de l'Asie qui aurait sa conception propre et originale de la santé? L'usage des plantes est abondamment et judicieusement répandu sur toute la planète. L'art de guérir et de soigner est divers et multiple. Et la nature peut répondre avec bonheur aux problèmes de santé des hommes quand ceux-ci parviennent à la comprendre, à l'accepter et à la respecter.